Bienvenue à tous. Gérald Desquet, donc pour GAN Assurance. Très heureux dans le cadre de ce partenariat de vous proposer un nouvel échange sur une thématique assurantielle qui tombe, si j'ose dire, de façon opportune sur la fin de l'année, puisque un certain nombre de nos clients vont nous solliciter sur l'optimisation fiscale. Donc, je vais passer pour ce thème du disponible fiscal 2021 la parole à un de nos agents général, en l'occurrence jeune, et donc complètement informé de ces sujets-là et très sensibilisé à la matière, en l'occurrence Aurélien Denis, que je salue, et à qui donc je passe la parole pour ce quart d'heure sur le disponible fiscal 2021. Bonjour Aurélien. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, merci à tous de nous suivre et d'être connectés nombreux, puisqu'on est un peu plus de 25, pour un thème d'apparence un peu rugueux. Donc, effectivement, moi, je suis jeune agent, 34 ans, dans les Vosges, du côté de Mirecourt. Alors, je crains que ce quart d'heure perturbe un petit peu votre planning, tellement ce sujet est pertinent, puisque, comme le disait Gérald, il est lié à la date butoir et tant redoutée du 31 décembre. Et comme les assureurs prennent des congés légitimes, on va dire qu'il vaut mieux plutôt anticiper vers le 15 décembre pour que ce soit efficace. Donc, à bon entendeur, on commence et je vous propose, sans perdre de temps, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, cette diapo, alors on va parler de quoi? Que l'on soit salarié ou indépendant, y compris au régime agricole, eh ben, nous cotisons tous à un système qu'on peut appeler de sophistiqué pour la retraite et la prévoyance. Donc cette dernière, elle nous renvoie au risque d'arrêt de travail, de l'incapacité à l'invalidité, voire pire, le décès. Et pour la partie santé, c'est le remboursement au moins partiel des soins. Donc on a un système qui intègre une base et souvent un complément. Donc, comme pour le régime complémentaire de retraite à étage, du CNBF des avocats, de la CAVEC des experts comptables, ou bien sûr l'ARCO-AGIRC chez les salariés cadres ou non. Donc, il existe également un complément obligatoire en matière de prévoyance avec la loi dite de mensualisation de 1978, c'est-à-dire la prise en charge par l'employeur d'un arrêt de travail d'un de ses salariés sur les 3 premiers mois, puis variable en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. Une entreprise individuelle, une société commerciale ou anonyme, va donc, sous l'impulsion de la réglementation par choix, compléter les dispositifs d'assurance sociale de leur régime obligatoire. Au niveau réglementaire, donc ça peut être un accord conventionnel, on a évidemment en tête en matière de prévoyance les CCN, type Syntec ou réparation automobile par exemple. Bien sûr, les experts comptables savent que l'ensemble des salariés de droit commun ont une complémentaire santé prise en charge en partie par l'entreprise. Donc nous nous trouvons donc souvent entre complémentaires et je dirais supplémentaires, puisque les employeurs mettent souvent une participation des garanties supérieures pour leurs salariés, qui évidemment étant dans un cadre négocié. Donc si l'économie de l'entreprise le permet, on peut aller sur un dispositif d'amélioration de la retraite qui peut également être mis en œuvre, dans la mesure où les régimes obligatoires engendrent des droits ou des pensions, et si vous préférez, de plus en plus déconnectés des besoins. Ce qui est encore plus flagrant pour les indépendants. Donc ces dispositifs, ils bénéficient d'avantages fiscaux et je vous propose un petit rappel, mais également l'intérêt d'une optimisation. On va commencer par la retraite, dont les disponibles fiscaux apparaissent importants, mais correspondent à un besoin réel de compenser le différentiel avec les derniers revenus d'activité. C'est ce qu'on va appeler le taux de remplacement. Vous avez pu le découvrir dans un autre rendez-vous, et ce taux de remplacement il se situe entre 20 et 70% selon les statuts. Donc, ce disponible de déduction fiscale, il correspond à ce que l'entreprise ou la personne physique peut mettre au total sur son plan épargne retraite, qui est issu de la loi Pacte et qui renvoie en fait à l'article 154 bis du Code général des impôts, qui soit sous la forme collective, c'est-à-dire payée par l'entreprise, ou mis en place par un travailleur non salarié qui est payé par le BIC ou le BNC, ou même une personne physique, si elle souhaite défiscaliser au titre de la 2042. Là, on est sur la partie en orange. Nous allons le voir dans le détail, mais considérez qu'une entreprise va pouvoir mettre en place et défiscaliser les sommes qu'elle va payer à ses salariés du collège défini par un plan épargne retraite obligatoire qui se met en place sur la totalité ou non du personnel, cadre, non cadre. La limite fiscale
on le voit en bleu, est fixé à 26 323 € par salarié pour les salaires évidemment les plus élevés. Pour les artisans, commerçants et professions libérales, donc on est bien évidemment sur la partie à droite, donc la partie orange, mais aussi également à nos amis agriculteurs. Tout ça, en fait, constitue les indépendants. Et le plafond, lui, il est élevé puisqu'il grimpe à 76 101 € pour cette année 2021. Donc, par contre, il faut bien noter que les revenus inférieurs au PASS permettent d'avoir un forfait de 10% au niveau de la déduction. C'est aussi le cas en fait pour les particuliers, puisqu'on est même non rémunérés, ils peuvent avoir un plan épargne retraite individuel. S'ajoute à ça qu'ils peuvent cumuler les reliquats d'épargne retraite non utilisés des 3 années précédentes. Donc s'ils font le plein fiscal cette année, c'est une condition minimale, ils peuvent baisser drastiquement leurs impôts et du coup améliorer leur niveau futur de retraite. Le plan épargne retraite, il présente aussi un important avantage puisqu'il a la capacité de transférer ses droits à son conjoint ou à son enfant s'il a plus de 18 ans et toujours attaché au foyer fiscal. Donc on ouvre un père individuel et on le dote de son disponible. C'est ce qui fait partie de l'élégance habituelle évidente de nous les indépendants et ça c'est bien connu. Au niveau des sommes investies sur un dispositif d'épargne retraite, par un indépendant, elles ne sont pas déduites de l'assiette sociale sauf pour les agriculteurs, qui là aussi est régi par l'article 154 bis du Code général des impôts. Mais il faut dire que leur système au niveau agricole est quand même de base obligatoire bien pauvre. Hein. Au fil de l'eau, nous allons donner des exemples concrets et pour cela, on va prendre une référence qui est la rémunération moyenne nationale connue, qui est de 2 988 € brut mensuel. On va l'arrondir pour faire plus facile à 3 000 € brut, ce qui fait 36 000 € par an, c'est une base INSEE 2016. Le revenu moyen d'un indépendant, lui, il est de 29 250 € par an, mais comme pour les salariés, comme vous le savez, il y a de très fortes disparités, donc ça, il faut le voir avec vos clients. Alors, on va préciser notre propos par des exemples, mais on rappelle qu'un plan épargne retraite mis en place dans l'entreprise ou à titre personnel, bien évidemment, alors s'il est possible de le faire chez son assureur préféré, pour ne pas le citer, Gain Assurance, c'est mieux, il comporte systématiquement 3 compartiments. Le compartiment 1, c'est les versements personnels ou volontaires. Typiquement, c'est le compartiment du contrat que tout le monde peut signer, là aussi, une nouvelle fois, chez Gain Assurance. Il est souple, efficace et donne le montant annuel qui est rappelé sur la feuille d'impôt, c'est-à-dire 10% des revenus et à minima 10% du PASS. Donc vous voyez que cette partie est en orange alors que l'autre partie est en bleu parce que la partie est en bleu, elle précise en fait le BIC et le BNC dont la limite, elle, est bien supérieure. Le compartiment 3, c'est typiquement celui de l'entreprise lorsqu'elle met en place un article 83 pour toute autre partie de ses salariés, qu'on soit bien aussi alors cadre non cadre, mais aussi dirigeant salarié. La grosse différence étant la sortie en capital ou en rente pour le compartiment 1 et la rente uniquement pour le compartiment 3. Le compartiment 2, lui, reçoit les versements d'une entreprise qui aura mis un dispositif d'épargne salariale. Pourquoi avons-nous systématiquement 3 compartiments dans tous les plans épargne retraite? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais en tout cas, nous, on va vous le préciser. C'est parce que le législateur, il a imaginé le cas de transfert entre les différents plans. Ce qui a été précisé dans d'un précédent rendez-vous où justement on faisait le point sur ces possibilités. Arrêtons-nous juste 2 secondes sur la puissance de l'épargne salariale, le compartiment 2. Et notons qu'un versement volontaire plafonné à 25% de la rémunération brute annuelle peut engendrer un abondement par l'entreprise x3 de ce dernier. Donc dans ce cas, le salarié intéressé va verser sur le compartiment 1, l'entreprise abondera sur le compartiment 2, tout cela bien entendu dans le même contrat d'épargne retraite, puisque de toute façon, on est sur le même espace client pour une meilleure efficience. Donc comme vous le savez, l'alimentation du PERCOL est accessible au TNS, y compris même s'il ne se rémunère qu'en dividendes. Pour les dirigeants, se posant la question d'une prime à verser à ses salariés, elle peut être présentable une fois chargée et fiscalisée. Le compartiment 2 peut recevoir un abondement de l'entreprise sans versement volontaire à hauteur de 2 PASS, c'est-à-dire 821 € pour 2021. Ce versement, il est exonéré pour l'entreprise et donc non imposable pour le salarié, ce qui est quand même pas mal. Enfin, si et seulement si un accord est en place sur cette fin d'année, sinon ça sera à méditer pour 2022, il y a d'autres formes de versement
qui sont tous déductibles pour l'entreprise, à savoir l'intéressement, la participation, le compte épargne-temps sur les RTT, les congés payés. Donc voilà, c'est très divers. Nous sommes en fin d'année et on a peu de temps pour réagir. Donc que faire pour un salarié? S'il y a un dispositif article 83 qui est en place dans l'entreprise, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit l'entreprise peut faire le plein avec 8% du salaire pour l'ensemble des salariés du collège défini, cadre ou non cadre, et elle le fait par un versement exceptionnel complémentaire. Si l'entreprise, par contre, ne peut pas le faire pour quelque raison que ce soit, notre salarié, payé au salaire moyen de 3 000 € brut, peut verser un complément dans le compartiment 1 de l'article 83 dans le cadre du 63 quater R6. Mais il peut être intéressant que ce salarié ouvre un plan épargne retraite individuel, là aussi, une nouvelle fois chez son assureur préféré, sans citer Gain Assurance. En tout cas, c'est possible et on va même le pousser à le faire. Si le versement il était mis dans l'article 83, la somme versée serait déduite sur sa déclaration fiscale 2042. Le contrat individuel, lui, restera pérenne, alors que l'article 83, c'est peut-être pas le cas, parce qu'il peut y avoir, selon la conjoncture qu'on connaît actuellement, au niveau politique et RH de l'entreprise, une renégociation sur un dispositif, et peut-être même qu'il disparaisse cet article 83. Donc c'est un vrai risque, alors que le plan épargne retraite individuel, il est ouvert, il est personnel, personne n'ira le toucher. Bien entendu, si l'entreprise a mis en place un dispositif d'épargne salariale avec un abondement en cas de versement volontaire, il est extrêmement pertinent d'en profiter. Dans notre cas, le salarié verse 1 000 €, il peut aller sortir 4 300 € qui sont non imposables à la sortie. C'est l'intérêt et la différence aussi avec un plan épargne retraite individuel. La même logique se présente au TNS en ouvrant, si ce n'est pas déjà fait, un plan épargne retraite avec CABIS de la société, carte d'identité du dirigeant, RIB de la société, et tout ça en moins de 10 minutes chez nous. Après, tout dépend où vous souhaitez ouvrir votre plan épargne retraite. Voilà le volet sur la retraite. On passe à l'enveloppe commune des régimes de santé, dit plus communément mutuelle et prévoyance. Pour le salarié, au revenu des 36 000 € par an, la fameuse nationale, le plafond il est de 2 776 €. Cela correspond à la part employeur, puisqu'on parle de sa déduction fiscale. Nous allons par exemple montrer que la marge, pour faire bien, elle existe, par les exemples qu'on va développer juste après. Pour la partie TNS, hormis les agriculteurs qui ne disposent pas d'enveloppe de déduction, les TNS, eux, l'enveloppe sur une rémunération moyenne laisse 4 000 € pour payer complémentaire santé et prévoyance. Certes, l'impact n'est pas neutre sur les cotisations sociales, mais bon, avançons. Quel que soit le statut, chacun fait en général le bon choix des garanties pour sa complémentaire santé. On voit mal le dirigeant qui ne soit pas très sensible sur les soins courants ou le dentaire, donc ça c'est souvent acquis. Par contre, le sujet de prévoyance, lui, il est bien plus mal calibré, très souvent, fixé au départ, mais pas en cours, et donc on peut avoir des conséquences qui sont très importantes sur sa vie de famille, et voire jusqu'à la fin de sa vie, parce que le retour en arrière est impossible. Traitons ce point crucial par un exemple. Notre TNS, notre artisan et sa famille ont choisi un très haut niveau de complémentaire santé, comme on le disait tout à l'heure, avec des garanties importantes à hauteur de quasiment 2 000 € par an. Madame est co-gérante et le contrat est totalement Madelin. Monsieur est couvert, lui, par un régime de prévoyance, mais il ne sait plus trop comment est-ce qu'il est couvert. Il sait qu'il paye 800 € par an. Quand on creuse un peu et on regarde dans le détail, on voit que le capital d'essai est de 60 000 €, ce qui correspond à 2 fois la rémunération annuelle. Mais comme le contrat est intégralement déductible, ce capital il sera transformé en rente. Donc vous comprendrez aisément par le calcul que cette rente, elle va être très faible. Autre point sur son contrat, il a 80% de la rémunération en cas d'invalidité ou d'incapacité, mais une franchise de 90 jours. Donc après un rendez-vous là aussi chez son assureur, ou chez nous, il ne faut pas hésiter. Il améliore évidemment les garanties pour un coût supplémentaire de 370 € par an sur cette prévoyance, à savoir le doublement du capital d'essai, avec un niveau de rente efficace pour madame et les enfants, un niveau d'indemnité journalière qui lui ne bouge pas, avec correspondant à 80% de la rémunération. Par contre, la franchise, elle passe à 30 jours en cas d'hospitalisation. Elle est réduite à 3 jours, voire même en cas d'accident. Madame, elle, qui n'a pas d'indemnité de gérance pour l'instant,
a appris lors du rendez-vous avec son assureur qu'elle aurait pu bénéficier d'une couverture par le biais de son mari. Donc elle a promis évidemment de faire le point avec son expert comptable. On a amélioré la couverture du gérant à la hauteur des besoins et on voit qu'on a encore un disponible de 836 € pour cette partie TNS. Pour la partie salarié, on a un dirigeant dans cet exemple qui est salarié et qui a lui aussi opté pour une garantie santé élevée à hauteur d'un taux de 4,85% du PASS, qui est pris en charge par 50% de l'entreprise, qui consomme 997 € sur le disponible fiscal. Notre salarié est cadre et à ce titre, il est couvert par une prévoyance au taux intégralement pris en charge par l'entreprise de 1,5%. L'ensemble laisse un disponible fiscal important et tout comme notre artisan, nous découvrons lors de notre rendez-vous qu'il a des capitaux d'essai qui ne sont pas au bon niveau alors que les charges patronales ne seraient pas prises en charge par l'assureur en cas d'arrêt de travail. On refait donc ce rendez-vous, on remet tout au point et on replace donc un capital d'essai à un bon niveau, une rente d'éducation afin d'aider financièrement à l'éducation jusqu'au 26e année de leurs enfants et une prise en charge par l'assureur des charges patronales, comme on l'a dit dans l'exemple, qui aurait pu être malheureusement pas pris en charge par rapport à la couverture prévoyance. Et on respecte toujours la limite fiscale puisqu'on est toujours dans ces 2276 € par an. On a fait vite, ça a été assez rapide, mais avec voilà, un plat principal assez copieux, on n'évitera pas de vous donner ou de redonner la limite fiscale posée sur les cotisations au niveau du régime de perte d'emploi des artisans commerçants, qui est inclus dans la loi Madelin et qui est de 1,875% du revenu imposable de l'année précédente, dans la limite de 8 passes, soit 6 196 €, ce qui, dans le cadre de notre TNS de tout à l'heure, donnerait 675 € par an. J'espère que dans cette présentation, ce n'était pas trop rugueux. J'espère surtout que je ne vous ai pas assommé avec toutes ces informations et la masse d'informations jusqu'à en faire appel à votre prévoyance, surtout si une prévoyance est un petit peu limite. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris pas mal d'informations. Et je vous remercie très sincèrement pour votre écoute.